Alors les empires ont fait couler beaucoup d'encre et n'ont pas fini d'interroger. Dans un essai qui a fait date, traduit en français en 2011 sous le titre « Empire de la Chine ancienne à nos jours », James Burbank et Frédéric Cooper proposaient une relecture de l'histoire du monde au prisme du fait impérial. Ils partaient d'une définition des empires comme, je cite, « de vastes unités politiques, expansionnistes ou conservant le souvenir d'un pouvoir étendu dans l'espace, qui maintiennent la distinction et la hiérarchie à mesure qu'elles incorporent de nouvelles populations. » On y reviendra. Rappelant aussi la durée parfois considérable de certains empires, ils examinent cette forme particulière de gouvernement en se demandant ce qui lui permet de se perpétuer. Leur réponse consiste à identifier les problèmes spécifiques rencontrés par tous les empires et à élaborer un modèle qui décrit leur fonctionnement en termes de répertoire de pouvoir. Alors, il ne s'agit pas pour nous ici de brosser une nouvelle fresque de l'histoire des empires, encore moins de parvenir au terme de ce débat à une théorie générale du gouvernement des empires, mais nous faisons le pari que les trois historiennes et historiens réunis dans cette salle nous permettront d'éclairer la question à partir du travail empirique qu'ils mènent sur des situations impériales inscrites dans des contextes spatiaux et temporels apparemment très éloignés, et surtout qu'au-delà de la diversité de leurs objets d'étude, ils ont des choses à se dire. Je voudrais les remercier d'abord d'avoir accepté de participer à cette table ronde et vous les présenter. Romain Bertrand, à ma gauche, est directeur de recherche à la FNSP, membre du CERI. Il a travaillé sur l'aristocratie javanaise aux Indes néerlandaises, puis s'est tourné vers l'Empire espagnol pour un livre publié sous le titre « Le long remords de la conquête ». Et plus récemment, il a publié Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature en 2019, et qui a fait le tour de voie, l'affaire Magellan en 2020. Julie Marquet, à ma droite, est maître de conférence à l'Université du Littoral Côte-d'Opale. Elle a soutenu en 2018 une thèse intitulée « Droit, coutumes et justice coloniale, les affaires de caste dans les établissements français de l'Inde ». 1816-1870. Et parmi d'autres activités, elle est membre du GROC, qui est un groupe de jeunes chercheurs qui se consacre aux ordres coloniaux. Plus loin à droite, Isabelle Merle est directrice de recherche au CNRS, membre du CREDO. Elle est spécialiste de la Nouvelle-Calédonie et plus largement du Pacifique. Et son travail se caractérise par une approche à la fois historique, mais aussi sociologique et anthropologique de la situation coloniale. Elle a publié notamment Expérience coloniale, la Nouvelle-Calédonie 1853-1920, qui vient d'être réédité, et aussi, en 2019, L'indigénat, genèse dans l'Empire français, pratique en Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'y a-t-il de commun, finalement, entre l'Empire espagnol du XVIe siècle, la manière dont les Français et les Britanniques usent du droit local en Inde au XIXe siècle, ou à la fin du XVIIIe siècle, et la mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie du régime de l'indigénat inventé dans d'autres colonies de l'Empire français. En quoi ces histoires particulières vont-elles nous permettre de nous saisir de la question du gouvernement des empires? Je vais poser trois questions à nos intervenants, et la première est la suivante. Trois faisceaux de questions, disons. Tout d'abord, comment ces histoires peuvent-elles nous éclairer sur les instruments de la domination impériale et leur effectivité? Comment les empires se sont imposés? Par la force, par la persuasion? Comment se sont-ils maintenus? En assujettissant par la violence ou en cherchant à obtenir la loyauté de leurs sujets? En bref, peut-on les caractériser comme un ordre purement coercitif imposant une domination absolue? Dans leur chronologie, dans l'ordre qui conviendra. Romain? Dans l'ordre chronologique. Oui, Romain Bertrand. Donc la première question, ce qu'il en est de la part respective de la force et de ce que tu appelles la persuasion, à la fois dans la formation et puis dans la perpétuation des empires. Donc moi j'ai été convoqué au titre de représentant de l'Empire hispanique, car de ce qu'on appelle la monarchie hispanique au XVIe siècle,
qui a effectivement l'avantage d'être une très très vaste entité politique, étirée à la fin du siècle sur plusieurs continents. Et en fait, quand on réfléchit très rapidement à la façon dont se constitue donc, cet empire hispanique au XVIe siècle, il y a deux choses très très différentes. Il y a d'une part l'héritage du Saint-Empire romain germanique, avec l'accession de Charles Ier, devenu Charles Quint, donc à la titulature impériale en 1519. Et là, d'une certaine manière, c'est plusieurs siècles d'arrangements matrimoniaux divers et variés, de façon pour les dynasties de s'être liées, reliées entre elles, qui eh bien, mettent dans la balance d'une domination, donc celle de Charles Quint, eh bien, des territoires aussi divers que l'Aragon, Naples, les Plapéries, etc. Mais évidemment, il y a 1519 et la titulature impériale. Première modalité de formation de l'Empire, eh c'est qu'il charrie en fait des possessions devenues patrimoine et qui s'agrègent, s'accumulent au fil des générations, par intermariage, par legs et autres. Mais il y a aussi évidemment 1521 et la conquête de Mexico. Et ce qui va donner, on pourrait dire, le coup de départ de l'expansion ultramarine de la monarchie hispanique, eh bien c'est 1521, la conquête de Mexico par Hernán Cortés, et dans le sillage de la conquête de Mexico, celle de l'ensemble du Mexique central, puis l'Amérique du Sud, jusqu'à arriver en 1565 à la conquête des Philippines. La conquête des Philippines, et on a la première enclave espagnole, en tout cas relativement stabilisée en Asie, et là, évidemment, à partir de 1565, eh bien, sur une carte du monde, la monarchie hispanique eh bien, peut compter des possessions, des avant-postes à l'échelle planétaire. Et donc 1565, on n'est plus du tout dans des logiques d'accumulation patrimoniale ou de négociation entre dynasties. On est bel et bien dans une logique de conquête, c'est-à-dire de dépossession brutale et guerrière, d'expropriation de sociétés locales extra-européennes par une force militaire. Mais je signale simplement qu'on est aussi dans une modalité très ambiguë de l'expansion des empires, puisque les conquêtes du XVIe siècle, en tout cas les conquêtes ibériques, espagnoles comme portugaises d'ailleurs pour la plupart, eh bien c'est des entreprises qu'on pourrait presque dire aujourd'hui relevant d'un partenariat public-privé. Il faut toujours rappeler que les conquêtes espagnoles, ce sont les capitaines généraux des armadas, les adelantados, qui armés sur leurs propres frais, sur leurs propres fonds, en constituant des tours de table de financiers privés, eh bien, l'essentiel de l'entreprise de conquête. Et la couronne n'était après tout qu'un participant financier comme un autre dans ces entreprises. Simplement, la règle du jeu était assez rude, mais en tout cas claire. Eh bien, si l'entreprise de découverte ou de conquête échouait, c'est l'adelantado, le conquistador, qui assumait la totalité des coûts de la faillite. Et en revanche, si l'entreprise était victorieuse, donc s'il y avait prise de possession territoriale, eh bien alors la couronne venait faire valoir ses droits. Et en fait, tout son jeu consistait à évincer peu à peu les intérêts privés de ça. Donc voilà comment ça se forme. Et alors, je conclue, parce que je vois que tu prépares ton petit papier une minute. Et comment ça se perpétue par-delà donc la formation qui tient à la fois de l'agrégation au long cours et puis de l'entreprise de conquête militaire ponctuelle. Je dirais que si ça tient dans la durée, en tout cas pour ce que je connais, les Philippines, c'est pas tellement force ou persuasion, mais c'est intéressement. C'est créer des logiques d'intéressement pour les élites locales, ou pour des segments des élites locales. De l'intéressement qui peut être économique, c'est-à-dire montrer qu'elles ont intérêt à travailler de concert avec le dominant parce qu'elles en retirent des bénéfices sonnants et trébuchants, et c'est un intéressement qui peut être aussi d'ordre idéologique ou moral. C'est intégrer par exemple ces élites ou des segments des élites locales dans ce qui se trouve défini comme une haute culture impériale. Et de ce point de vue-là, l'intéressement, finalement, c'est quelque chose qui tend à déjouer ou peut-être à un tout petit peu complexifier l'opposition force-persuasion. Merci Romain, parfait pour le timing. Julie Marquet. Oui, merci. On constate la même chose en fait en Inde, le fait qu'il y ait une constitution progressive de l'Empire britannique des Indes et on peut difficilement parler d'empire, mais des colonies françaises. En fait, l'empire, ça n'est pas une donnée de fait, ça n'est pas une entité qui existe à un moment donné, c'est une entité qui est constituée progressivement avec, à un moment, une logique de conquête qui est mise en place.
En Inde, l'ordre coercitif reste très partiel. Il est mis en place de manière très progressive parce que dans un premier temps, ce sont des compagnies de commerce qui dépendent d'actionnaires, qui sont contrôlés de manière plus ou moins directe par les couronnes européennes, qui cherchent à obtenir des concessions de comptoir en situation portuaire, simplement pour faire du commerce. Et pour réussir à s'implanter, ces compagnies négocient avec les souverains locaux. C'est l'empereur de l'Empire mongol, dans le nord de l'Inde, qui, par décret royal, par firmament, donne des concessions aux Portugais, aux Anglais, aux Français. Donc un des premiers comptoirs à se développer, c'est le comptoir de Surat, qui est dans l'actuel Gujarat, qui est l'État, qui est le fief du chef du gouvernement indien, la Modi, qui est un État qui était déjà très commerçant, très développé par les échanges, en particulier de textiles. Et quels que soient les comptoirs européens qui se développent à partir du XVIIe siècle, des négociations sont menées pour obtenir non seulement un établissement, une factory, mais également pour développer cet établissement. Et pour mener ces négociations, les Européens ont besoin de passer par des élites locales. Donc là, dès le départ, il y a cette logique d'intéressement. Je vous donne un exemple. À Pondichéry, dans l'Inde française que j'étudie, le village de Pondichéry, c'est un centre de commerce, mais c'est un petit espace. Et pour réussir à développer le commerce d'étoiles, il faut installer des tisserands. Donc, on demande à des élites locales de négocier avec les petits suzerains l'obtention de territoires, l'obtention d'aldées, des villages, pour permettre d'installer des tisserands pour commercer. On leur demande également de négocier avec les suzerains locaux le droit de battre monnaie. Pour pouvoir favoriser le développement des échanges. Donc il n'y a pas de logique de prédation, de conquête par la violence et de domination immédiate, il y a une logique de négociation qui implique des concessions. Les compagnies européennes achètent certains droits, les payent, et les obtiennent en échange de la promesse de respecter les us et coutumes et surtout la religion des populations locales. Donc on n'est pas dès le départ dans une situation de conquête avec l'imposition d'une domination, mais on est dans très progressif, avec un besoin pour les Européens qui s'implantent de s'appuyer sur des élites locales, que ce soit pour mener les négociations, mais également pour maîtriser la langue, échanger avec les artisans. Alors, le fait qu'il n'y a pas de domination coloniale immédiate en termes de gouvernance ne signifie pas qu'il n'y a pas de rapport de domination dans les relations quotidiennes. Par exemple, à Pondichéry, le principal agent qui a négocié des villages, qui négocie l'installation de tisserands au début du XVIIIe siècle, qui s'appelle Naniapa, il est de manière extrêmement arbitraire emprisonné, il meurt en prison. Donc il y a malgré tout des rapports qui sont extrêmement violents entre les marchands européens et les élites locales. Dans un second temps, les compagnies cherchent à se maintenir en Inde. Alors comment faire pour se maintenir ? Elles ont besoin de fonds, elles ont besoin de revenus locaux, de revenus immédiats, parce que les Indiens sont assez peu intéressés par l'achat de produits manufacturés qui viendraient d'Europe, et donc ce sont des navires qui apportent des métaux précieux qui sont frappés sur place et qui permettent d'acheter ensuite les tissus qui seront exportés. À ce moment-là, la solution qui est trouvée par la compagnie anglaise des Indes orientales et par la compagnie française est d'obtenir des terrains. Parce que grâce aux impôts, grâce aux taxes foncières, ils pensent qu'ils trouveront des fonds pour développer le commerce. C'est une solution qui est conduite à une politique d'ingérence dans les affaires indiennes et de participation à des guerres entre suzerains indiens pour obtenir des concessions territoriales au terme de ces guerres. C'est un choix qui est refusé par les actionnaires de la Compagnie française des Indes, qui rappelle le gouverneur Duplex, et c'est un choix en revanche qui est consacré par la Compagnie des Indes britanniques, qui à partir de là, de manière extrêmement progressive, entre dans une logique de conquête, mène des guerres pour élargir son domaine territorial, et du coup je m'arrête sur ce point. Merci. Et dans le Pacifique, alors, comment ça se passe?
Bonjour. Alors d'abord, je fais une remarque un peu générale. Il me semble que plutôt qu'opposer de façon binaire l'exercice de la violence absolue d'un côté pour analyser la domination impériale ou coloniale, ou de l'autre la quête de loyauté, il me semble plus pertinent de parler de registres d'action, d'emprise, qui peuvent être de nature variée, c'est-à-dire la violence physique, la violence symbolique, l'art de la division, l'art de la persuasion, la tentation, enfin faire en sorte que les gens adhèrent à des projets, c'est-à-dire de nouveaux dogmes religieux, nouveaux dogmes politiques, républicains, etc., une France moderne, apportant le progrès, etc. Tout ça s'accompagnant, en tous les cas au XIXe siècle et XXe siècle, sur les terrains que j'étudie, par une surveillance rapprochée, une répression et un contrôle très fort. Alors j'ai travaillé sur la Nouvelle-Calédonie en particulier, mais aussi sur des zones comme Tahiti, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, donc des situations variées, mais on peut voir sur toutes ces situations, on peut en aucun cas nier l'efficacité de l'emprise impériale, et d'abord par la violence des guerres coloniales que je voudrais rappeler, d'abord parce qu'il y a un choc technologique que vous connaissez tous, mais aussi parce que les sociétés qui s'affrontent offrent des fronts très différents. Dans le Pacifique, et y compris en Tasmanie, dans des coins qu'on ne soupçonnerait pas, il y a eu des résistances, mais il y avait quelque chose de très difficile pour ces sociétés segmentaires, c'était de transcender les divisions internes, les alliances et mésalliances très anciennes, pour offrir un front face à des soldats professionnels qui n'étaient pas des paysans, et qui ne devaient pas retourner au champ à un moment donné. Les guerres en monde paysan doivent s'arrêter à un moment donné, donc ça, on avait une force très forte. L'efficacité impériale dans ces régions-là, évidemment, puisqu'on est dans des contextes de peuplement, c'est d'abord les spoliations foncières, c'est-à-dire le refoulement des populations et l'appauvrissement considérable et la destruction des ressources anciennes. Et enfin, une efficacité des projets de peuplement, puisque de fait, c'est des pays qui ont été peuplés par l'Europe pour diverses raisons, contraints ou forcés, l'Australie c'est un bail, la Nouvelle-Calédonie c'est un bail, on y allait par la force, mais c'est aussi l'Europe de ce temps-là qui est en migration, du moins pour la Grande-Bretagne, qui elle-même, je vous le rappelle, vide ses campagnes, contraintes forcées, rappelez-vous les Highlands, rappelez-vous les Irlandais, qui vont aller peupler la Nouvelle-Zélande, l'Australie par exemple. On le retrouve précisément là. Cela étant dit, devenir indigène, c'est aussi un long processus. Ça veut dire apprendre ou incorporer le principe de la terreur anticipée pour apprendre la soumission. Ce qui se traduit absolument partout. Tahiti étant effectivement un peu à part parce que la religion a pris une proportion très forte. C'est-à-dire, on va incorporer le fait que l'autre est invincible. Et on l'apprend. Ça s'apprend et ça met du temps. Évidemment, on résiste, mais les résistances créent des répressions qui sont inscrites dans les corps et dans les esprits. On apprend aussi à adhérer à des dogmes. C'est le cas des Tahitiens, dans un contexte dramatique au niveau démographique, qui abandonnent volontairement leur croyance pour adhérer au message du Christ, qui est un sauveur dans une situation qui dépasse même les Européens, puisque c'est les chocs épidémiologiques, on est en pleine crise sanitaire, ils ont connu ça avant. On se divise aussi, en Nouvelle-Zélande par exemple, on se divise sur les titres de propriété. Les Anglais sont suffisamment adroits pour proposer des titres individuels ou des titres collectifs, et une partie des chefs, ou pas d'ailleurs, revendiquent des terres qui ne leur appartiennent pas, tout classique de la division et de l'art de diviser. Par ailleurs, ce que je voudrais dire juste en terminant, c'est qu'il ne faudrait pas croire pour autant que la domination impériale est un rouleau compresseur entièrement cohérent. Ça serait un total contresens. Le monde colonial est un monde divisé, est un monde de dissensus. Les missionnaires, les gouverneurs, les administrateurs, les colons, les commerçants n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc ils se battent, et donc l'impression que donne la lecture des archives, c'est des confrontations, des conflits, des négociations, des discussions, etc., dans lesquelles, à certains moments, les voix indigènes aussi montent. D'accord ? Il n'y a pas le silence radio, côté indigène non plus, on les entend, ou on les entend par intermédiaire, mais l'impression que ça donne, c'est une très grande cacophonie qui pose des questions de fond. Je dirais juste, pour conclure, sur le régime de l'indigénat,
qui est un régime de répression organisée au niveau impérial, pas du tout au niveau que de la Nouvelle-Calédonie, mais ça touchait l'ensemble de l'Empire, à quelques exceptions près, dont l'Inde française d'ailleurs. Mais ce régime de l'indigénat, si vous voulez, ça crée des contestations au cœur de la fabrique de la nation. Ça n'est pas juste une question coloniale, c'est déroger à nos principes de droit qui sont fondamentaux pour notre construction nationale. Merci. Donc on voit un peu la diversité des situations sur lesquelles vous travaillez. Alors, dans les empires qui font l'objet de vos recherches, tous les trois, il s'agit d'empires européens ultramarins, très étendus dans l'espace, et qui se caractérisent par un assemblage de territoires répartis sur plusieurs continents, qui sont liés par des relations de pouvoir avec un centre, évidemment, une métropole située en Europe. Alors on peut se demander quel rôle joue la distance, la spatialité dans l'exercice de ce pouvoir. On a souvent présenté le gouvernement des empires à travers ces institutions vues depuis le centre, et pourtant on sait que les périphéries ne sont pas dénuées du pouvoir, bien au contraire. Alors comment pouvez-vous décrire les géographies du pouvoir propres aux empires que vous étudiez, et comment le tableau change si vous faites varier les échelles? Alors si on fait varier les échelles, et peut-être avant même de faire varier les échelles, avant même d'entrer dans le temps de l'enquête et de l'analyse des niveaux de pouvoir, en tout cas essayer d'abord de prendre la mesure et la juste mesure de la présence et de la domination européenne. Donc moi je vais prendre effectivement un exemple très concret. Donc les Philippines espagnoles, donc ceux qu'on commence à appeler dès les années 1565-1580, après que les Espagnols aient établi leur premier camp fortifié au centre des Philippines, les Philippines espagnoles. Eh bien, les Philippines espagnoles, de façon très concrète, en 1580, 15 ans après l'arrivée, l'installation des premiers contingents militaires espagnols, c'est un rapport d'un gouverneur qui nous l'apprend, Francisco de Sande. Les Philippines espagnoles, où on compte au bas mot à l'époque, en tout cas dans cette portion centrale de l'archipel où les Espagnols tentent de s'implanter, plusieurs centaines de milliers d'indigènes, d'insulaires. Eh bien, les Philippines espagnoles, en 1580, c'est 500 Espagnols. 500 Espagnols, voilà. 500 Espagnols pour un archipel immense, sinon densément, du moins déjà assez peuplé. Manille, donc Manille qui est la capitale administrative et politique de cet avant-poste espagnol en Asie, eh bien Manille c'est 200 maisons. Voilà, c'est 200 maisons et après un nombre assez conséquent de cahutes, de palmes et de bambous. Donc la réalité des Philippines espagnoles, plusieurs décennies après le début de la conquête, eh bien c'est que les Espagnols, les Européens, ne maîtrisent en fait que quelques petits tronçons des liserés côtiers. Ils s'aventurent assez rarement dans les arrière-pays, en tout cas très rarement sur les piémonts et moins encore dans les cordillères. Et derrière l'expression Philippines espagnoles, eh bien vous avez en fait une domination qui est extrêmement dispersée ou inégalement concentrée en certains points du territoire. Et ça me rappelle une image de l'anthropologue James Scott. James Scott qui, dans un livre qui porte sur la façon dont certaines sociétés justement de l'Asie du Sud-Est ont toujours cherché à échapper au pouvoir centralisé, Zomia, ou l'art de ne pas être gouverné, eh bien Scott dit que pour imaginer la façon dont le pouvoir prenait, il faudrait, sur un relief accidenté, donc imaginez une carte en relief, 3 dimensions, donc avec les collines, les montagnes, etc., eh bien verser par exemple du mercure ou de la poix. Et il faudrait voir où est-ce que ça s'accumule, en fait, ce liquide. Eh bien ça s'accumule dans les plaines, ça s'accumule en gros dans les endroits qui sont les plus accessibles depuis les côtes. Ben, les Philippines espagnoles, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les Espagnols vont être très présents dans les plaines côtières, très peu présents sur les piémonts, et par exemple absolument peu présents dans les cordillères, et à quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau de Manille, en pays Ifugao, dans la cordillère centrale de Luçon, eh bien on a des sociétés qui vont sinon résister aux Espagnols, ce qu'elles feront en cas d'accrochage direct, mais du moins continuer à vivre quasiment dans une indifférence magistrale à l'égard des Espagnols. Mindanao, l'île de Mindanao au sud des Philippines, qui entre en dissidence à l'égard des Espagnols dès qu'ils essayent de s'y implanter, et qui d'une certaine manière n'a jamais vraiment été, comme l'on disait à l'époque, comme l'on dit encore aujourd'hui aux Philippines, pacifiée.
Donc derrière le mirage des cartes coloniales qui peignent en rose pâle des étendues immenses, il y a la réalité d'un pouvoir en fait qui ne coalesce qu'en certains points. Et le deuxième point, mais que je ne développerai pas parce que on n'a pas le temps, sinon j'aurai le petit papier tais-toi, eh bien c'est effectivement cette nature feuilletée du pouvoir colonial ou de la domination européenne. Donc Isabelle disait, c'est en fait une cacophonie permanente en fait le petit monde colonial européen. C'est d'autant plus vrai à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle que toute souveraineté est feuilletée, c'est-à-dire s'exerce sur des modes complexes où il n'y a pas véritablement de limite de juridiction entre des tas de pouvoirs très très différents. Donc, il y a évidemment le pouvoir de la couronne, mais le pouvoir de la couronne est dédoublé entre le vice-roi et le gouverneur d'un côté et puis l'audience, le tribunal royal de l'autre. Il y a évidemment les pouvoirs ecclésiaux dans toute leur diversité. Donc voilà, le pouvoir de justice de l'ordinaire ecclésial, avec l'évêque au sommet, des ordres religieux qui, dans le temps même de l'expansion, en fait, sont dotés de pouvoirs de basse et parfois de haute justice exceptionnels, les colons, qui sont réunis en conseils municipaux, les cabildos, qui eux aussi font valoir leur voix et leurs droits contre tous les autres. Et donc, par exemple, moi je dis souvent l'archive des Indes à Séville, on a toutes les correspondances de l'Empire hispanique, c'est la vallée des larmes. Tout le monde se plaint en permanence et demande au roi bien plus de prérogatives, qu'un tel n'empiète pas sur les siennes, etc. Donc entre cette nature, on pourrait dire, presque liquide du pouvoir ou de la présence européenne qui ne s'établit qu'en certains points, et puis cette hétérogénéité constitutive des présences européennes qui les rend en fait d'une certaine manière, toujours parlant aussi déjà contre elles-mêmes, effectivement il faut déjà, avant de jouer des échelles, prendre la vraie mesure de ce dont on parle. Merci pour ce tableau. Et alors, en Inde, comment ça se passe? Alors en Inde, c'est la même chose. Il y a une très forte présence dans les villes portuaires, une très forte présence d'une société coloniale avec ses rites, avec sa sociabilité, avec toutes les instances d'un gouvernement colonial. À Pondichéry, dans le sud-est de l'Inde, dans la colonie française, on a le palais du gouvernement, on a la prison, qui est aussi le lieu d'exercice de la justice, et on a la même chose un petit peu plus au nord, à Madras, qui est l'actuelle Chennai, qui est la capitale dans l'Inde britannique de la présidence de Madras. L'Inde britannique est divisée en 3 présidences, 3 grandes provinces, et celle du sud-est de l'Inde, c'est la présidence de Madras. Et dans ces villes portuaires, le pouvoir est concentré, les populations européennes sont concentrées, mais dès qu'on sort de ces villes, effectivement, on fait le même constat qu'en Asie du Sud-Est. Le pouvoir est extrêmement parcellaire, diffus, et la présence physique même est très dispersée. Il faut rajouter, dans le cas des établissements français de l'Inde, qu'au terme des guerres qui ont opposé les Français et les Britanniques tout au long du XVIIIe siècle, les Français ne récupèrent que 5 petits comptoirs dont on a tous appris le nom à l'école au XIXe siècle. Et ces comptoirs, ils sont non seulement minuscules, mais ils sont extrêmement éloignés les uns des autres. Ils sont situés à plusieurs centaines de kilomètres. Ils ne sont pas situés dans les mêmes aires ni géographiques, ni culturelles, ni ethnographiques. Et donc, ce lieu de pouvoir qui est Pondichéry a assez peu de moyens de communication dans un premier temps avec ses autres comptoirs, et puis il n'a pas les moyens de les gouverner. Donc comment est-ce que ça se passe très localement? Eh bien, ce sont essentiellement des hommes puissants qui appartiennent aux sociétés locales, qui n'appartiennent pas du tout au petit monde de la société coloniale, qui continuent à organiser les rapports sociaux, à les réguler et à résoudre les conflits. Par exemple, dans le sud de l'Inde, dans les zones rurales, le pouvoir est encore en très grande partie aux mains des membres d'une caste supérieure qui s'appelle la caste des Vélajas, qui répartit le travail, qui organise les temps sociaux et qui règle les litiges. Donc on voit que finalement, les pouvoirs européens sont relativement extérieurs à certains espaces de l'Empire, que ce soit de l'Empire britannique des Indes ou des petits établissements français. Et pour revenir à cette question des échelles de pouvoir et du lien avec la métropole, il est intéressant de constater que ces situations restent essentiellement dans la colonie.
C'est-à-dire que cette situation extrêmement particulière qui est discutée en Conseil fait assez peu l'objet de correspondance avec la métropole, avec le ministère de la Marine, et qu'un certain nombre d'affaires, de situations, de litiges d'ailleurs n'intéressent pas la métropole. C'est le cas des conflits que j'ai étudiés, qui s'appellent les affaires de caste, et qui en fait sont cruciaux parce qu'ils déterminent le statut des gens dans la société. Et donc ça n'intéresse absolument pas le gouvernement métropole, et les appels ne peuvent pas sortir de Pondichéry. C'est le gouverneur qui peut les recevoir en dernière instance. Et donc on voit qu'un certain nombre de choses restent dans la colonie, sont de l'ordre de l'appréciation du gouverneur, donc que ce soit des choses qui n'intéressent pas la métropole, ou au contraire des choses qui l'intéressent au plus haut point, mais sur lesquelles les pouvoirs locaux prennent la main. Donc un seul exemple, en 1838, à Pondichéry, le gouverneur, qui s'appelle Saint-Simon, décide de créer un comité représentatif des hautes castes et des basses castes. C'est-à-dire qu'il décide de donner une représentation, la possibilité de s'exprimer, de lui formuler des vœux, des souhaits et des demandes à la population indienne. Ce qu'il fait d'initiative sans du tout avoir reçu ni la directive, ni même l'aval de son ministère de tutelle, et donc suite à cette décision, il est rappelé. Donc, il y a vraiment une localisation spécifique du pouvoir dans les espaces coloniaux de l'Inde. Alors, bon, vous l'aurez compris, j'ai travaillé moi en ce qui me concerne sur ce qu'on pourrait appeler des territoires placés sous hard colonialism. Donc effectivement, là on peut dire que la présence coloniale, la présence européenne pesait lourd, comme elle a pesé lourd en Algérie, qu'elle a pesé lourd aussi à des égards en Afrique noire. On est sur d'autres zones où la mesure du pouvoir est plus lourde. Cela étant dit, dans le Pacifique, je dirais une chose, c'est qu'au moment de la conquête, clairement, c'est la périphérie qui tire l'enthousiasme. C'est-à-dire, en fait, on est dans un contexte où ce sont les officiers de marine qui, soutenus ou se soutenant avec les missionnaires d'ailleurs, faisant alliance quelque part avec les missionnaires qui ont eux aussi besoin d'évangéliser, de trouver des lieux où se poser et qui ont bien besoin de navires pour les ravitailler et les sécuriser, c'est eux qui avancent leur pion avec un roi, pour ce qui est de Louis XVIII, qui suit Cantérine, aux Marquises, à Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, etc. Du côté des Anglais, l'Australie, c'est clairement une décision étatique, ça c'est un projet d'État lié à la fondation d'un bagne. Et de la même manière, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne se trouve forcée de la prendre parce que les ressortissants d'Australie s'évadent, les missionnaires s'installent, les commerçants viennent chercher des choses et les Maoris s'énervent. Je caricature, mais enfin c'est un peu ça. Les Maoris, c'est des grands guerriers, donc quand ils font la guerre, c'est sérieux, et donc c'est un espèce de chaos local qui oblige la couronne à venir mettre le traité de Waitangi et à essayer de contrôler la situation. Ils y seraient allés, évidemment, la question c'était peut-être une question de temps. Dans l'historiographie britannique du Pacifique, on parle de informal colonialism, c'est-à-dire cet empire qui s'étend avec des missionnaires, même pas liés à l'État pour les évangélistes et dissidents, qui décident d'aller à Tahiti de leur propre chef, avec leur propre navire et leur propre denier, pour faire la mission d'évangélisation. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, si on bouge le curseur dans le siècle et qu'on va vers le 19e, fin du 19e, début 20e siècle, on note dans ces pays-là, et je pense en particulier au terrain de la Nouvelle-Calédonie, une très forte emprise locale. C'est-à-dire les autorités locales fonctionnent, si vous voulez, font des arrêtés fondamentaux qui sont sous forme d'arrêtés locaux que le pouvoir n'a même pas décidé. Je dirais même qu'en matière de foncier, vous savez que les Kanaks ont été mis dans des réserves indigènes, que les arrêtés fondamentaux qui ont verrouillé ce système à l'origine ont été faits par un gouverneur local qui lui-même a perdu son poste avec cette histoire-là, parce que le ministère ne voulait pas de ça, il voulait étendre, je n'entre pas dans les détails, le système qui avait été appliqué en Algérie. Donc il ne voulait pas de réserve indigène, il voulait de la vente libre de terrain, installation des colons, etc. Donc il y a une sorte de conflit entre les deux, et c'est le local qui gagne. Je dirais aussi que toutes les avancées, tout ce que proposent les inspecteurs des colonies, les gouverneurs,
en matière de politique indigène pour améliorer, entre guillemets, un tant soit peu, la situation des indigènes à la fin du 19e et début du 20e siècle, on note un énorme frein local des élites qui sont aux manettes dans les conseils généraux, qui sont les élus du conseil général. Donc si vous voulez, il y a une sorte de résistance locale qui ira jusqu'à 1947, au moment, alors que ça fait 1 an que l'indigénat est aboli dans l'ensemble des colonies françaises, il y a un télégramme de Nouvelle-Calédonie disant on veut maintenir l'indigénat, on le remet. Et le gouverneur local fait passer un arrêté local, et là la France de la 4ème République dit non, non, stop, oh, c'est fini, on arrête. Bon. Et il a fallu les convaincre, et les gouverneurs sont soit en conflit, donc dans les années 1908, il y en a un qui propose la suppression carrément des élus du conseil local tellement il n'en peut plus, qu'il n'arrive pas à faire passer sa politique. Mais en 1947, c'est l'inverse, le gouverneur est pour, 1947, le gouverneur est pour le local. Donc il y a une tension très forte entre administration et force locale. Il faut garder à l'esprit que si vous voulez, l'anticolonialisme a beaucoup discuté du rôle de l'État. Et me semble-t-il, a oublié la question des forces locales et la question des populations européennes locales dans le jeu qu'elles pouvaient jouer. Par exemple, le jeu d'anticipation de la peur. Alors ça, c'est un jeu très classique en Nouvelle-Calédonie, mais on le retrouvera en Algérie, c'est-à-dire, vous avez peur, il y a un fusil qui traîne quelque part, on appelle l'armée, et l'armée intervient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une emprise du local pour soit surréagir, soit, etc., etc. Et on fait comme ça appel. Donc il y a une sorte de force du local dans cette histoire-là. Il y a aussi des liens, et ça c'est très important, c'est que c'est pas, là encore, le centre contre la périphérie, c'est plutôt, à mon avis, des réseaux de relations. C'est-à-dire, vous avez des gens, localement, qui ont des réseaux à Paris. Les missionnaires maristes sont puissants, hein, ils ont des réseaux puissants jusqu'au gouvernement français. Les colons peuvent avoir des alliances au Parlement, donc ils vont mobiliser leurs députés. Les gouverneurs, évidemment, sont en prise directe avec le ministre. Et les Kanaks mettront beaucoup de temps, mais eux, ils ont des relais, ils commencent très vite à activer les missionnaires pour se faire entendre, les grands chefs vont voir le gouverneur, et juste après la Seconde Guerre mondiale, ils activeront enfin le levier supérieur via les réseaux communistes où ils s'adresseront aux députés communistes pour venir travailler la situation. Et là, on sera passé dans... Ils ont mis tout ce temps pour arriver à relier. Encore, on revient et je conclurai sur la cacophonie. C'est moins ici et là-bas que tout le monde ensemble. La cacophonie, elle est aussi du côté du gouvernement colonial, au Parlement, en France, etc. Et chacun s'y met dans ses liens. Pour la France, qui est liée. Je veux dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a les missionnaires, ils ont leur réseau, ils vont avoir le comité de la défense des indigènes. C'est des réseaux qui marchent toute la France. Tous les Français ne sont pas concernés par l'Empire de la même manière. Quand on est missionnaire, on est concerné, et les familles sont concernées, et les alliés sont concernés. Après, quand on est paysan des Cévennes, on n'est pas forcément concerné. Encore, c'est un mauvais exemple, ils sont partis en Algérie chercher des terres. Je m'arrête là. Merci. Donc on a compris qu'on ne pouvait pas regarder les empires uniquement de haut et uniquement depuis le centre et qu'il fallait zoomer à plusieurs endroits pour comprendre comment ça fonctionne. Mais il y a aussi un élément qui est consubstantiel aux empires, en raison même de leur trajectoire d'expansion, incorporation, expansion dans l'espace et incorporation de territoires variés et des populations qui les habitent. C'est que les empires sont tous confrontés à une hétérogénéité finalement, et qu'elle est intrinsèque. Dans le livre que je mentionnais en introduction, Jane Burbank et Frédéric Cooper font justement cette hétérogénéité un fondement des modalités du gouvernement des empires. Ils parlent justement des répertoires, parmi ces répertoires de pouvoir, ils accordent un rôle majeur à ce qu'ils nomment la politique de la différence, donc un concept qui est familier depuis les historiens qui travaillent sur les questions impériales et coloniales. Jouer la politique de la différence, c'est-à-dire à la fois gouverner la différence et gouverner par la différence,
maintenir la différence entre les territoires, mais aussi entre les territoires et la métropole, entre les sujets divers qui habitent ces territoires et qui ont des statuts distincts. Est-ce que cette description, les uns et les autres, vous semble pertinente pour rendre compte des espaces sur lesquels vous allez travailler? Oui, gouverner la différence presque par nécessité, puisque ce qui définit finalement une expansion impériale, c'est précisément le fait qu'un centre, bon, appelons-le comme ça, dynastique, politique, en vient par la conquête, par la concession, donc à devoir régenter des populations qui n'obéissent pas nécessairement aux mêmes codes, aux mêmes coutumes que celles qu'ils dominaient au départ. Donc il faut faire avec, de toute manière. Il y a aussi toute cette question derrière ça voilà, du modèle centre-périphérie, qui a habité très longtemps les études du fait impérial et qui les habite encore d'une certaine façon. Alors on raffine les modèles, on parle d'empire polycentrique, et ça signifie qu'il y a finalement toujours encore des périphéries. Et que la question politique par excellence, eh bien, c'est la façon dont le centre essaye de gouverner à distance ces périphéries, et la façon dont ces périphéries, bien sûr, essayent de négocier à la hausse leur autonomie en termes d'exercice local du pouvoir. Alors si je reprends le cas des Philippines, c'est évidemment la question toujours, c'est la périphérie, mais de qui, hein, de quel centre? Parce que les Philippines est très avant dans le XVIIe siècle, c'est-à-dire plus d'un siècle après l'arrivée des Espagnols. On peut évidemment dire que c'est une périphérie politique de l'Empire hispanique. Elle est au sens administratif, puisqu'elle dépend en fait du Mexique, de la Nouvelle-Espagne. Elle n'est pas dotée d'un vice-roi, mais d'un gouverneur qui répond autant au vice-roi de Mexico qu'il ne s'adresse directement au roi d'Espagne. Mais on pourrait tout aussi bien dire qu'en termes économiques, ça n'est pas moins important que la domination politique, puisque ça en est aussi l'été, le soutien. Bien, les Philippines, c'est d'abord une périphérie commerciale et économique de la Chine impériale des Ming. Et d'ailleurs, l'essentiel de ce que les Espagnols vont pouvoir extraire de ressources aux Philippines provient en fait du grand négoce chinois. Et c'est en négociant avec les marchands chinois à Manille que le Mexique arrivera à tirer un peu de ressources des Philippines. Et puis de l'autre côté, donc, deuxième question, la périphérie de qui? Et là, évidemment, on peut vraiment ouvrir le regard. Et la deuxième question, c'est la façon dont le centre joue avec ces périphéries. Alors, ce qui est très frappant pour en tout cas les Philippines de la fin du XVIe siècle, c'est que, en gros, le principe général, qui vaut pour le Mexique, pour les Philippines, probablement aussi pour Naples et pour les plats pays, les Pays-Bas contemporains, eh bien, c'est que le centre ne vise pas à arbitrer de manière formelle et définitive les différends entre les pouvoirs au loin, mais il cherche en permanence à équilibrer les factions. Voilà. Ce qu'on appelle les factions, les bandos, c'est-à-dire des groupes d'intérêt, des groupes de clientèle, généralement un puissant personnage, un grand d'Espagne ou un haut fonctionnaire de la couronne, qui s'est constitué tout un réseau de dépendants, de protégés, qui placent à des postes clés, on les appelle ces criaturas, comme on dit des nourrissons à l'époque. Et il y a comme ça disséminé à l'échelle de l'Empire, et pas en tel ou tel lieu, de puissants réseaux d'intérêt. Juan de Ovando, le président du Conseil des Indes, eh bien, dans les années 1520-1540, avait constitué comme ça un réseau de patronage qui courait du Mexique aux Philippines en passant par le Pérou. Et il y a plein de réseaux comme ça qui s'affrontent à bas bruit dans l'Empire. La couronne en est informée, puisqu'on ne cesse de lui écrire, et elle en est informée par les différentes factions en présence. Eh bien, elle, son jeu, c'est en gros, évidemment, d'accuser bonne réception de la complainte, de dire ne vous inquiétez pas, on s'en occupe, mais c'est de ne jamais répondre trop en faveur d'une des parties. C'est en gros de ne jamais volontairement clarifier la délimitation des champs de compétences. Le vice-roi de Mexico et l'archevêque de Mexico, pendant des décennies, eh bien, passent leur temps à écrire au roi qu'ils ne savent pas exactement qui a le droit de marcher en premier dans telle procession religieuse, le droit de parler en premier en telle occasion, etc. Eh bien, le jeu de la couronne, c'est pas de répondre à l'un ou à l'autre, c'est vous qui avez raison, c'est au contraire, d'une certaine manière, de les maintenir dans leurs prétentions pour les équilibrer. Et c'est le conseil, par exemple, de gouvernement que donne Charles Quint sur son lit de mort, à Philippe II. Il lui dit, dans ce qui est un testament politique,
vous veillerez à ce que jamais un groupe d'intérêt, bando, ne prenne l'ascendant sur un autre. Donc voilà comment le gouvernement à distance fonctionne en fait par la non-clarification administrative. Il y a de l'autre côté, je vais finir là-dessus, il y a évidemment dans tout cet édifice complexe, pour dire des jeux d'appel au sens judiciaire, c'est-à-dire que des choses qui sont jugées localement, eh bien on peut en faire appel auprès d'autres autorités. Il y a une modalité qui, moi, m'a toujours frappé, parce que c'est celle qu'on trouve dans les lettres de conquistadors. Des milliers de lettres de conquistadors. Contrairement à ce qu'on croit, les conquistadors n'étaient pas tous totalement analphabètes. Qui plus est, ils pouvaient payer des scribes, des notaires publics pour coucher par écrit leurs doléances. Et donc les archives espagnoles sont remplies de milliers de mémoires de suppliques et de lettres de conquistadors qui écrivent au roi, directement au roi, votre majesté. En général, pour demander à la couronne récompense de leur service sur le champ de bataille, une encomienda, un rang dans un ordre de cheval et une magistrature locale quelconque. Et ce qui est très frappant dans ces lettres, c'est que c'est avant tout les lettres d'un soldat à leur capitaine, ou à leur capitaine général. Je ne dis pas que c'est dans un ton familier, mais c'est votre majesté, voilà, j'ai perdu ceci et cela, et j'estime que je dois être récompensé de cette perte par ceci et cela. C'est quasiment une lettre adressée à l'intendance. Et ça, en fait, c'est quelque chose de fondamental, c'est une des vraies soupapes de sécurité de l'Empire hispanique, c'est ce droit d'appel permanent et direct au roi, à la couronne. Voilà. Évidemment, le roi ne répond jamais directement, parce qu'à l'échéant, la chancellerie peut gérer le dossier, mais en tout cas, c'est quelque chose de très fort, cette idée que malgré la complexité de l'Empire, malgré tous les pouvoirs en place, toutes les magistratures religieuses, civiles, etc., eh bien, le simple soldat, le simple colon, toujours peut prendre la plume pour écrire à son roi. Voilà. Merci pour ce prolongement de la cacophonie. Alors en Inde, il y a cette même possibilité pour tout le monde de faire appel au gouverneur ou au roi, mais tout le monde ne s'en saisit pas de la même manière. Et du coup, j'aimerais rebondir ici sur l'idée qu'il faut faire avec, pour ceux qui gouvernent, parce que c'est toujours des hommes, il faut faire avec des populations différentes. Et comment est-ce qu'on fait pour gouverner des populations différentes? En fait, les premières personnes qui sont des membres de gouvernement dans ce qu'on appelle de manière un peu raccourcie langue française, ce sont des marchands. Et ce sont des marchands qui arrivent avec leur culture d'ancien régime. Ce sont des marchands qui arrivent avec leur coutume de ce qu'ils appellent les nations, c'est-à-dire de communautés qui sont définies par une religion, un mode d'organisation, des coutumes juridiques. Et donc, ça ne pose aucun problème, dans un premier temps, au XVIIe ou XVIIIe siècle, de gouverner par la différence, parce que c'est aussi de cette manière-là qu'on est gouverné en France avant son départ. Il y a deux niveaux différents, deux niveaux politiques d'organisation de la différence. Il y a un premier niveau qui est le niveau de distinction entre Indiens et Européens. Donc on distingue les Indiens, les Européens, et puis il y a une sous-catégorie qui émerge, qui est celle des métis, qui ne sont pas appelés des métis en Inde, qui sont appelés des topas, un mot portugais, qui veut dire les gens à chapeau, parce que la distinction, elle est manifestée dans le vêtement, elle est manifestée dans l'allure physique pour qu'on puisse se reconnaître. Et donc les topas, ce seraient des descendants chrétiens de Portugais qui se seraient installés. Au final, c'est un groupe assez hétérogène, assez mixte d'Indiens chrétiens. Il y a cette distinction-là qui est faite au sein des Indiens entre les différentes religions, entre les musulmans, entre les hindous et entre les chrétiens. Et qui est une distinction qui n'a pas toujours de sens pour les communautés elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, parmi les Indiens chrétiens, les groupes chrétiens ou les groupes hindous appartiennent à la même caste et aux mêmes divisions de caste et ont des coutumes en commun, des processions en commun. Et donc, la distinction par la religion n'est pas toujours celle qui fait le plus sens. Et le deuxième type de distinction entre les populations, une distinction qui est propre à la société locale, qui est la distinction entre castes, c'est-à-dire des grandes classes définies par leur appartenance rituelle, religieuse et leur niveau de pureté supposée. Et ces deux types d'organisations se rejoignent, ont tendance à se rejoindre dans l'administration impériale et organisent l'ensemble de la vie sociale. C'est-à-dire que selon sa catégorie d'appartenance, donc à la fois européen, topas, indien, parmi les Indiens sa religion et au sein de ces catégories religieuses sa caste, on n'a pas accès aux mêmes écoles,
on n'a pas accès aux mêmes institutions de bienfaisance, on n'a pas accès, par exemple, à l'emploi public. Par exemple, en 1861, Sandhu Odeyar, qui est professeur de tamoul à Pondichéry, indique que les Indiens restent exclus de toutes les fonctions publiques, notamment de la magistrature, et que dans l'armée, ils n'ont accès qu'au grade subalterne. Et de même, un certain nombre de professions libérales leur sont fermées. Au tribunal, les Indiens ne peuvent pas être avocats, ils sont conseils, et ils n'ont pas le droit de porter des chaussures, ils n'ont pas le droit d'avoir les mêmes avis que leurs homologues français. Ça se retrouve, cette distinction, dans le droit qui est appliqué aux différentes catégories de population, c'est-à-dire que selon son groupe d'appartenance, on va se voir appliquer un droit différent, mais également des peines différenciées. Dans un premier temps, les cours mêmes de justice sont distincts. Jusqu'au XIXe siècle, on n'a pas les mêmes cours de justice pour les Indiens et pour les Européens. Dans les établissements français de l'Inde, il y a des cours de justice qui s'appellent les chauderies, qui sont hérités des fonctionnements antérieurs, qui sont les lieux où la justice est rendue aux Indiens, qui n'ont pas accès aux mêmes instances que les Européens. Et même quand les juridictions sont homogénéisées, ce n'est pas le même droit qui est appliqué. Ce droit, il est appliqué de manière distincte selon la caste à laquelle on appartient. Juste un exemple pour terminer. En 1902, un observateur assiste à une audience de police criminelle. En gros, un membre de la haute caste des brahmanes est accusé d'avoir frappé un homme de la caste des parias parce qu'il aurait regardé sa femme. Et cet homme, ce brahmane qui a frappé cet homme paria, il n'est pas condamné parce que l'argument de l'avocat est qu'un brahmane ne peut pas sans se souiller toucher un homme de la caste des parias. Donc, c'est-à-dire que le droit rendu par la justice française et les juges français intègre des éléments des textes religieux et des textes rituels, et c'est quelque chose en fait qui est resté et qui continue à organiser les rapports juridiques dans la société indienne aujourd'hui. Bon, alors donc je vais continuer sur cette lancée. Évidemment, une fois de plus, je suis dans la différence pour ce territoire. Je vais retirer l'analyse sur la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on en a parlé récemment. Donc c'est pour vous donner aussi quelques éclairages. Donc je dirais que la politique de la différence menée dans ce territoire a été extrême, puisqu'au fond, on peut apparenter la situation coloniale qui s'est déployée jusqu'en 1946 à une forme d'apartheid. Quand je dis le mot apartheid, je n'exagère pas. Évidemment, il ne s'agit pas d'un régime pensé où les toilettes étaient séparées avec des post-it, des étiquettes. C'était pas comme en Afrique du Sud un régime officiellement pensé comme tel, mais de fait, de facto, vous aviez une ségrégation extrêmement forte qui quand même faisait penser à ça les consuls australiens qui se baladaient encore dans les années 1950 dans le pays. Pour vous dire, hein, c'est des paroles de consul. Il y en a un qui dit « Ce pays me rappelle la Rhodésie » de l'époque. Alors, très concrètement, le régime colonial a organisé la ségrégation des populations de façon spatiale, déjà et avant tout, puisque, comme je vous l'ai dit, on a créé des réserves indigènes, on a refoulé les populations kanakes, et on a séparé volontairement les villages de colonisation de ces populations, de ces réserves indigènes. Les colons, en principe, n'avaient pas le droit, en principe et de facto ne le faisaient pas, n'avaient pas le droit de s'installer dans les réserves indigènes. Et par ailleurs, ces réserves indigènes ont été intégrées dans le régime de l'indigénat qui, lui, mettait des règlements d'interdiction de circulation qui faisaient qu'on était dans un régime extrêmement séparé. Par exemple, les indigènes n'avaient pas le droit de quitter leur district sans autorisation du grand chef. Ils n'avaient pas le droit de s'installer dans les villages européens, évidemment. Ils n'avaient pas le droit d'y rester après 20 heures. Il y avait un coup de canon à Nouméa, dans la ville principale, pour inviter les gens à quitter Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les cabarets. Ils n'avaient pas le droit de traverser les propriétés européennes, même si pour eux, c'était 4 km de plus pour aller chercher l'eau à la rivière. Quand je parle de toutes ces interdits, on m'en a parlé pour des jeunes qui sont nés dans les années 60-70. C'est-à-dire, je veux dire qu'il y a une mémoire très forte de ces interdits de circulation, de ces ségrégations. On ne rentre pas dans un
chez un Européen comme ça, mais je dirais que réciproquement, les colons ne rentraient pas en tribu, comme on dit, n'allaient pas du tout sur le terrain des Kanaks comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup utilisaient les gendarmes pour aller chercher de la main-d'œuvre. Là où on pense à Parfait, c'est que ces réserves étaient vues comme des réserves de main-d'œuvre, un peu comme les bons tout-temps. Et donc, on allait puiser les hommes dans ces réserves pour les venir les faire travailler. Et dans les zones de colonisation honorable, je ne rentre pas dans les détails, mais bon, bref, ils passaient par la gendarmerie. L'interlocuteur principal était la gendarmerie. Ceux qui circulaient en tribu, c'était les missionnaires, en gros. C'est ceux qui étaient les plus proches des populations kanaks. Après, on a inventé deux systèmes administratifs. D'un côté, vous avez le droit commun, le nôtre, français, pour les citoyens français. De l'autre, vous étiez kanak, vous étiez inscrit dans un statut indigène, c'est-à-dire qu'on a reconfiguré les organisations politiques et sociales avec district, tribus, grand chef, petit chef. Et à l'intérieur de ces mondes-là, le droit français, en gros, n'est pas rentré jusqu'en 1940, dans les années 46, après-guerre. C'est-à-dire qu'au fond, à part le côté répressif du droit, les Kanaks ne connaissaient pas autre chose. D'ailleurs, la première définition de l'indigène en Nouvelle-Calédonie date de 1915 et elle est inscrite dans la liste dans un arrêté dédié ou à la liste des sanctions liées à l'indigénat. Donc on est dans un droit pénal exceptionnel qui finalement définisse l'indigène. Ça c'est très spécifique par contre, hein, ça c'est vraiment particulier. Ce qui est intéressant dans cette histoire longue, si on transcende un peu, on boucle les frontières, c'est quand la 4e République s'est mise en place, on a maintenu ce qui était le statut personnel. Donc les gens étaient civilement définis autrement, puisqu'ils étaient indigènes et non citoyens, et on leur a donné le droit d'être dans le statut, c'est-à-dire de devenir citoyen français et de garder leur particularité civile. Le monde aujourd'hui kanak a finalement renversé le stigmate, c'est-à-dire l'espèce d'absence de définition du droit avant, pour retourner ce stigmate en nouvelle assise du monde kanak, en héritant de ce passé colonial qui a profondément modifié les structures anciennes que l'on ne peut pas retrouver. Mais aujourd'hui, depuis 1999, on parle de statut coutumier, de terres coutumières, qui sont en fait les héritages anciens, mais remodelés, et dans lequel s'inscrit un devenir aussi de ce qu'est être kanak. Donc vous voyez, sur la longue histoire, finalement, les catégories sont toujours en travail, y compris ces catégories de la différence, dans la perspective de monter néanmoins un peuple. C'est tout le défi de ce petit pays. Merci beaucoup à tous les trois. Nous allons prendre un temps d'échange avec la salle. Alors malheureusement, vous savez, il n'est pas possible de faire circuler un micro. On va demander donc à ceux qui ont des questions à poser de les poser à très haute voix. On va les répéter ici dans le micro. Alors, il y a des questions à l'un, à l'autre, aux trois. On puisse garder quand même une forme d'interaction malgré les masques. Pas de questions? Bon, ben, on en a encore. Hein. Si vraiment il n'y a pas de questions rentrées, je leur pose une nouvelle question. Hein, mais vous n'allez pas vous priver de la possibilité de vous exprimer. Vraiment. Bon, allons-y. Donc, nous avons... Ah, oui. Ça valait la peine d'attendre un peu. Si vous pouvez, éventuellement, vous pouvez vous approcher, vous parler très fort. Mon rapport en quoi c'est quand même de gouverner de la ségrégation des différents. Donc la question est, en quoi est-ce que ça permet de gouverner, de faire une ségrégation entre les différents... Les locaux et les indigènes. Les locaux et les indigènes, ces deux groupes-là. Alors,
C'est peut-être qu'il faut, pour laquelle je dis que ça s'arrête, ça s'adresse. Si vous voulez, en fait, cette ségrégation, elle n'est pas, comment vous dirais, elle est un peu constitutive de la hiérarchisation des peuples qui s'est installée au XVIIIe, XIXe siècle, cette espèce d'idée que vous avez des peuples avancés et des peuples plus attardés, d'une part. D'autre part, dans la nation française, tout le monde, il est convenu, enfin entendu, que tout le monde ne va pas accéder à la pleine citoyenneté à égalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, et vous posez une bonne question, hein, parce que, au fond, on aurait pu imaginer ça, c'est-à-dire que, si vous voulez, à partir de 1830, l'entrée de l'Algérie, en particulier dans l'arène coloniale, puis l'Empire, le Second Empire qui suit, on estime que les gens qu'on intègre sont beaucoup trop loin de nos mœurs et coutumes. Donc l'idée, c'est nous avons une citoyenneté pleine et entière qui inclut notre code civil et nos mœurs et coutumes, parce qu'être français, c'est aussi des mœurs et coutumes. Hein. Ça n'est pas juste. Et nous menons une conquête envers des populations qui ne sont pas intégrables comme ça, donc on va leur laisser leurs mœurs et coutumes, mais ils ne deviendront pas citoyens, et de ce fait même, ils entrent dans les régimes dérogatoires qu'on pourra leur attribuer en tant que dominés, quand même. Alors, l'exemple intéressant, c'est à contrario des Antilles, puisque vous avez une population d'esclaves qui est intégrée dans la République en 1848. Et là, comme pour... alors, moi j'interprète ça comme ça, on verra comment... Voilà. C'est comme pour effacer la tâche, la République les intègre dans la citoyenneté pleine et entière. C'est-à-dire que c'est ceux-là, ces gens des Antilles, de la Réunion, mais aussi de l'Inde, donc je passerai la parole à lui, parce que c'est les gens qui viennent de l'Ancien Régime, qui ont été habitués à la présence française, on va dire, sous une forme évidemment pour les esclaves particulière, effectivement, mais auxquels on conçoit que, vu cette habituation, on va leur donner la citoyenneté plus ou moins complète et sur le terrain sera plus ou moins en pratique effective. Mais néanmoins, en tous les cas, c'est des gens qui vont échapper au destin colonial que suivront les autres colonies construites après 1830, après la République. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai, elle est importante parce que nous, on parle de cette idée de gouvernement de la différence et par la différence comme d'une évidence. Alors, pourquoi est-ce qu'on va gouverner par la différence les Indiens? Parce qu'en fait, la société est organisée de manière différente de la société de départ des colons. Et donc, il est impossible pour les colons d'appliquer de manière pleine et entière leurs règles, leurs lois, leur manière de faire, leur manière de gouverner. Par exemple, en Inde, les formes d'autorité sont liées à la possession de la terre et au fait de prélever des taxes. Donc il n'est pas possible d'imposer une forme de gouvernement bureaucratique de type moderne dans le vocable européen. Sur ces territoires, il faut prendre en compte les structures d'autorité et les formes d'organisation des hommes et des villages qui sont préexistantes. Donc les gouvernements coloniaux et donc les empires conçus dans le lien entre gouvernements coloniaux sur le terrain et gouvernements métropolitains cherchent nécessairement à maintenir des différences pour réussir à administrer ces populations locales et à se maintenir. C'est doublé de l'idée, comme l'a très bien souligné Isabelle, qui se renforce au XIXe siècle avec le développement des sciences de l'homme, qu'il existe une inégalité entre les peuples et que les Européens sont au stade avancé du développement et qu'ils ont une mission civilisatrice et qu'ils doivent amener les autres peuples au même niveau de civilisation qu'eux, mais que ce développement ne pourra venir que de manière très progressive. Et donc il donne un certain nombre de droits de manière différenciée, ce qui permet notamment aux élites d'être intéressées à l'Empire, de se sentir intégrées, de se sentir valorisées, et surtout de bénéficier d'avantages économiques, statutaires, qui les amènent à participer à la continuation du régime et à son soutien. Voilà.
Sans doute que dans l'Empire ibérique, la question se pose un peu différemment parce que la diversité statutaire et coutumière, elle existe même au cœur de cet empire, y compris dans sa métropole. Oui. Non, mais je pensais qu'en fait, la question est très très bonne. C'est-à-dire que, en quoi le fait, après avoir conquis, soumis une population, de lui dire qu'elle est radicalement différente, aiderait à lui faire accepter le nouveau pouvoir. On pourrait dire que c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Maintenant, voilà, le temps de la conquête est fini, tous frères, tous citoyens, etc. Alors, on ne le fait pas pour des raisons évidemment économiques, politiques, idéologiques parfois, mais en même temps, il faut maintenir ouvert quand même quelque chose comme une espérance. Et du coup, en fait, la question de la différence, c'est pas seulement de constituer par la catégorie administrative ou judiciaire, par l'épreuve sociale ordinaire, des groupes différents, ou de constituer la différence en groupe, c'est aussi, en tout cas c'est ce qui se passe dans l'Empire hispanique, de maintenir ouverte la possibilité de sortir de ces groupes, de franchir les frontières de la différence. Il y a dans l'Empire hispanique des différences qui sont, notamment religieuses, considérées comme intrinsèquement mauvaises. Il faut résorber, il faut extirper. Il y a l'identité juive ou les identités judaïques, il y a l'identité musulmane. En péninsule aussi bien que dans les colonies, eh bien, on va forcer les juifs à être convertis au catholicisme, on les appellera les conversos, et on va forcer les musulmans à se convertir au catholicisme, on les appellera les moriscos, les morisques. Et alors évidemment, ça c'est de la répression pure et simple, on nie des coutumes, on nie une appartenance religieuse, mais en même temps, le simple fait de dire que si vous vous convertissez, vous pouvez changer de groupe de statut, et ça va au-delà d'ailleurs du statut judiciaire, c'est aussi le statut moral du salut, eh bien c'est quelque chose qui a aussi beaucoup fait fonctionner l'Empire hispanique. Et où les différences qui aujourd'hui nous paraîtraient les plus évidentes n'étaient pas forcément les plus pertinentes. J'en donne un exemple qui est connu, mais qui est... il y avait des conquistadors noirs, des Africains, affranchis, qui sont devenus des conquistadors. Il y avait par exemple, lors de la conquête de Mexico, aux côtés d'Hernán Cortés, un conquistador noir qui s'appelait Juan Garrido, et qui par la suite a, comme les conquistadors, été récompensé par l'octroi d'encomiendas sur les Indiens, d'un lieu à bâtir dans la ville de Mexico, etc. etc. Évidemment, c'est un conquistador noir pour des milliers d'esclaves africains. Mais la simple possibilité de la manumission, de l'affranchissement, le simple fait de montrer que ce qui importait, c'était bien le statut qu'on pouvait gagner par l'acte militaire, donc la hiérarchie d'un mérite militaire, et pas seulement la couleur de peau, ou pas seulement la condition servile d'origine, c'est-à-dire que la différence existait, mais qu'en certains cas, et on exhibait ces cas évidemment, mais mettait en scène, on pouvait sortir de ces frontières-là. Eh bien je pense que c'est ça aussi qui faisait tenir, pour partie, l'Empire hispanique. Peut-être aussi pour clarifier les choses que différence et ségrégation, enfin disons que la ségrégation n'est que peut-être la forme extrême que prend cette différence quand elle s'inscrit dans l'espace. Et que dans d'autres cas, il y a coexistence dans un même espace de gens qui sont statutairement différents. Et peut-être y a-t-il d'autres questions. Je voudrais juste compléter par rapport à ce que disait Romain, c'est que si on regarde l'histoire de la République française sur le long terme jusqu'à la 4e République, en tous les cas, il y a une sorte de volonté de vraiment esquiver les sujets indigènes des citoyens, comme si c'était une sorte de nécessité pour la survie de la République. C'est-à-dire il y a eu vraiment une volonté dans les tribunaux, c'est-à-dire c'était des batailles sans fond, sans fin, sur des mariages mixtes, devant le maire, etc. Donc ça a été, voilà. Et jusqu'au Front populaire, il y a eu une petite proposition de donner à certaines élites algériennes ce qu'on appelait donc la citoyenneté dans le statut, donc cette citoyenneté tout en gardant leurs règles en termes de droit familial sur le plan privé. Même ça a été refusé. Il a fallu, alors excusez-moi, il a fallu presque la Seconde Guerre mondiale et les chocs, non seulement physiques évidemment, mais le choc idéologique qu'elle a provoqué, puisque on sort de la Seconde Guerre mondiale, là, par rapport au racisme, par rapport au colonialisme, là il y a un choc fondamental.
Il a fallu ce choc-là pour que l'on dise si vous pouvez être citoyen avec votre statut qui est devenu statut particulier. Ah, on appelle ça désormais le statut particulier. Mais ça a été très difficile et il faut quand même reconnaître que la République une et indivisible, n'ayant qu'un peuple et un seul, ne joue pas, si vous voulez, dans l'intégration de la différence. Elle veut bien la créer et la gouverner, mais elle ne facilite pas du tout ce que décrivait Romain dans d'autres... Parce que l'Espagne ne fonctionne pas pareil, et certainement pas l'Espagne des torts, mais même l'Espagne bien plus tardivement. Hein, les pays avec des régions fédérales, enfin, on est dans d'autres manières de faire, quand même, y compris à l'intérieur de ses propres frontières. D'autres questions? Allez-y, osez. Osez. Elle était bien, elle nous a tenu un moment celle-là. Une autre comme ça, ça va. Bon, ça l'a permis de répondre un peu à la quatrième question que je vous aurais posée s'il n'y avait pas eu celle-ci. Peut-être juste pour compléter sur les éléments de réponse, on est dans des situations impériales en situation de sous-administration chronique, de manque de forces armées, de manque de forces de police, de manque de personnel de justice. Les causes arriérées dans les tribunaux, c'est des années, c'est à peu près au même niveau qu'aujourd'hui. À Pondichéry, au milieu du 19e siècle, il y a 200 000 habitants en tout dans les établissements français. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est à peu près 200 soldats. Donc on n'a pas les moyens de réprimer et d'imposer aussi, de manière nette, en fait, une homogénéisation des comportements, des lois et des statuts. Par exemple, au niveau des pratiques crématoires, il y a des terrains consacrés pour pratiquer la crémation des défunts. Et au moment d'une épidémie de choléra en 1824, les Français, comme l'avaient fait les Britanniques dans les régions environnantes, décident de fermer la possibilité de se rendre sur le terrain de crémation en traversant la ville pour éviter une contagion, une contamination. Il y a des révoltes extrêmement violentes. Et en fait, les Français n'ont même pas les moyens de maintenir l'ordre sur leur territoire. Il faut l'intervention des forces armées britanniques en soutien. Donc, il y a aussi une impossibilité matérielle, au-delà d'un racisme et d'un sentiment d'inégalité qui est absolument structurel, mais qui, d'ailleurs, n'est pas le propre du colonisateur. En Inde, toujours française, les Indiens ont la possibilité, à partir de la fin du 19e siècle, de renoncer à leur statut personnel. On les appelle les renonçants. Donc, ils peuvent avoir les mêmes droits civiques que les Français s'ils renoncent à leur statut personnel, donc leurs lois religieuses, leur rite de caste. Et peu font cette démarche-là, parce que ça reviendrait à se couper de l'ensemble de leur réseau de sociabilité, de l'ensemble de leur cercle communautaire, de l'ensemble de leurs opportunités de mariage pour leurs enfants, pour leur famille, de leurs possibilités d'emploi. Et donc il y a des formes d'organisation sociale qu'il est très compliqué pour tout le monde d'homogénéiser. Mais du coup, c'est là où il faut à la fois prendre appui sur la grande fresque de Jane Burbank et Fred Cooper, et en même temps s'en méfier par moments aussi. C'est-à-dire que, de l'Empire romain aux empires coloniaux européens tardifs, en passant par les empires de l'époque moderne, on a affaire à des structures qui, extérieurement, se ressemblent dans la manière dont la souveraineté est organisée, distribuée, contestée, mais qui vivent quand même, qui vivent dans des mondes ou qui sont dotés d'arrière-mondes qui sont complètement différents. Et là, si vraiment on voulait aller très vite dans cette fresque de longue durée, on voit bien que de la période antique jusqu'à la période moderne, d'une certaine manière, ce qui aussi définit l'Empire, c'est la possibilité que des gens qui, à un moment donné, étaient considérés par le centre comme différents, se convertissent à la haute culture de l'Empire. Voilà pourquoi Rome était capable d'intégrer des évêques africains et non des moindres. Voilà pourquoi les empires safavides, mongols, étaient capables d'avoir dans l'entourage, dans le divan des dirigeants, des gens qui venaient de provinces très lointaines,
du monde turc, d'Asie centrale, etc. Voilà pourquoi il y aura des conquistadors noirs aussi, par exemple, dans les possessions hispaniques. C'est-à-dire que dans cette fresque de longue durée, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, voilà, l'entrée en conjonction, peut-être malheureuse d'ailleurs, du principe impérial et du principe stato-national, la définition d'identité politique territorialisée très différente de ce qu'elle pouvait être 2 siècles auparavant. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on va retrouver des scénarios très différents parce que quand même on table, on travaille sur des durées extrêmement longues et la notion d'empire, il faut s'en servir, il faut s'en méfier aussi quand elle tend en fait à faire prévaloir la catégorie sur les changements de monde quand même qui ont accompagné tout ça. Oui, je dirais, c'est vraiment tout à fait juste. Vous voyez comme les angles d'attaque sont différents et sont tous aussi justes les uns et les autres. Et puis il ne faut jamais oublier que les mondes locaux qui ont été colonisés ont résisté. C'était des mondes pleins, des mondes de sens, qui ne voulaient pas, ça n'intéressait pas forcément, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi, pour un Indien comme pour un musulman, c'est juste pas possible de rallier, d'abandonner la richesse de son entendement à lui. Donc, il ne faut jamais oublier on est dans des compétitions. Et pour même un Kanak, si vous voulez, on adhère au message du Christ, ça c'est d'un côté. Et on y est quand même. Et de l'autre, on y adhère quand même, on y croit, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre, on est profondément Kanak et on continue à l'être. Dans les sociabilités, le symbolique, les croyances, etc. On fait en même temps. Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter là. Vous pouvez mettre la salle. C'est bon, c'est grave, merci.